situation, comprendre, décrypter les clés géopolitiques et les conséquences possibles, les évolutions possibles de cette situation dans le monde, en Ukraine, et aussi ici en Picardie, l'impact potentiel pour nous au niveau économique, éventuellement militaire. Nous avons le professeur Bernard Fan avec nous aujourd'hui, qui a bien voulu venir faire cette conférence à Montpellier. Bernard Fan est historien, aujourd'hui auditeur à l'IHEDN, qui est l'Institut de défense nationale, donc sur les questions militaires. Auparavant professeur au lycée Henri IV, également professeur dans d'autres universités, et auteur de 17 ouvrages, dont Chronologie du XXe siècle, et d'autres ouvrages historiques. Je vous laisse prendre la parole, compléter si vous souhaitez la présentation. Non, ma présentation n'a guère d'intérêt. 42 ans d'enseignement, on est professeur pour la vie. Donc, quand M. Vincent m'a demandé de faire cette conférence, j'ai très volontiers accepté. Je vois dans le traumatisme qu'a subi Poutine en 90 un peu la même chose. Il a vu la Russie s'effondrer. En 2000, il succède à Eltsine, dans une situation qui est loin d'être brillante. Et il s'aperçoit qu'à chaque fois qu'il invoque la grandeur de la Russie, il retrouve un peu de sympathie dans le corps électoral. Les plus vieux Russes, ceux qui restent très attachés, pas les jeunes, pas la jeune femme qu'on a vue à la télé il y a 2 jours dénoncer la guerre derrière la speakerine de service, mais un certain nombre de Russes qui ont la nostalgie de la grandeur russe. Quand Poutine leur parle de la grandeur russe et de sa volonté de la restaurer, ont le sentiment qu'enfin il y a quelqu'un qui propose des choses un peu intelligentes. D'où l'idée, probablement pour lui, de rétablir une puissance russe, mais il est tellement déconnecté du reste qu'il a sous-estimé, ce que je ne vais pas reprendre, parce que vous l'avez vu comme moi à la télé, moi je suis tout à fait bluffé par le patriotisme ukrainien, voir des hommes de 35-40 ans conduire leurs femmes et leurs gamins à la frontière polonaise, et puis après quand même, un moment, parce qu'on ne se sépare pas facilement dans ce type de situation, reprennent la voiture, après lui avoir fait faire demi-tour, pour aller reprendre le combat sans savoir s'ils se reverront un jour. Je ne dis pas que c'est unanime, mais ça me paraît quand même un phénomène massif. Je ne sais pas si un jour on pourra établir la statistique du nombre d'Ukrainiens qui ont eu ce type de comportement, mais moi je dis chapeau. Je ne suis pas persuadé que dans ce premier tiers du XXe siècle, dans tous les pays du monde, on aurait une réaction identique en cas de guerre. Je demande à voir. Ça, il l'a complètement sous-estimé. Alors, je ne veux pas me lancer dans des spéculations. Un historien s'intéresse à ce qui s'est passé, éventuellement en tire quelques projections sur l'avenir, mais là, c'est impossible de projeter. Mais mon intime conviction, quitte à être démentie par les faits, même si Zelensky s'assied à une table de négociation et accepte de signer un texte qui mette fin au combat, pour l'armée russe, ça va être l'enfer. Pour moi, ça sera pire que l'occupation de l'Espagne à l'époque de Napoléon Ier, où ça n'a pas été une partie de plaisir. Car avec la détermination qui est celle des Ukrainiens, ça va être la guérilla permanente, et tout soldat russe sera en danger permanent. Or, je ne pense pas que la Russie ait suffisamment d'effectifs pour pouvoir mettre un soldat ou un policier derrière chaque citoyen ukrainien, pour surveiller si par hasard, c'est pas lui qui va le tuer. Donc j'ai un mal fou à imaginer ce que pourrait être. D'autre part, après tout ce qu'il a fait comme destruction, je vois mal la communauté internationale accepter de servir de caution, puisque certains articles de presse avancent l'idée que ce qui serait possible, c'est que non seulement l'Ukraine s'engage à ne jamais rentrer dans l'OTAN, devienne neutre. Alors on invoque soit le modèle autrichien après 1945, soit le modèle suédois, soit la Finlande, dans ce qu'on a appelé la finlandisation, à condition que ce soit garanti par 2 puissances extérieures, dont l'une qui soit suffisamment fiable, et il n'y en a qu'une qui peut l'être sur les États-Unis, de façon à ce qu'il n'y ait pas de recommencer, qu'il ne soit pas tenté de recommencer ce qu'il a fait en février
2022. Mais même une situation pareille, ça va donner quelque chose de rigoureusement invivable. Donc c'est un saut dans l'inconnu avec la menace permanente de l'acte manqué qui peut nous conduire à quelque chose de plus grave, car pour l'instant on n'est pas au plus grave. Hein. Le plus grave c'est le pépin qui impliquerait une force états-unienne, une unité états-unienne, un soldat états-unien, une installation états-unienne, et là on ne sait pas du tout sur quoi on plonge. Car on est constamment au bord de l'affrontement nucléaire. Vous avez pu remarquer d'ailleurs que verbalement ils ont fait un pas en arrière. Hein. Le Drian lui-même s'est calmé. Après une déclaration de Poutine, Le Drian a dit « si c'est à l'arme nucléaire, on l'a aussi ». L'Élysée a immédiatement publié quelque chose de plus soft, et le ministre des Affaires étrangères russe, le lendemain, baissait lui aussi d'un ton. Enfin, on bordure la crise. C'est pas le même type que celle de Cuba, mais c'est quand même quelque chose qui est particulièrement sérieux. Et on n'est jamais qu'à 2000 km. Hein. Parce que regardez la rapidité avec laquelle les dons affluent, les immigrés arrivent chez nous. Donc tout ça n'est pas très très loin. C'est particulièrement sérieux. Et derrière, il y a des implications économiques. Le Covid nous avait déjà conduit à beaucoup tirer sur les possibilités monétaires. Heureusement qu'en 92, on avait créé l'euro, et que la puissance européenne nous protège de certaines difficultés qui seraient les nôtres si nous étions toujours restés avec le franc. Mais la dette a considérablement augmenté. Vous avez vu comme moi, chaque fois que vous avez fait le plein, ce que donnent les envolées du prix du pétrole, c'est très volatile, hein, cette chose. Ou c'est une capitulation, mais ça n'entraîne jamais la cessation des combats. Et j'imagine mal Poutine, sauf si quelque chose que je ne suis pas capable d'imaginer intervenir, le conduise à arrêter les opérations, retirer les troupes. Je pense que derrière, les Ukrainiens, appuyés par pas mal d'autres pays, demanderaient des réparations, et ça ne pourrait forcément qu'entretenir des relations particulièrement difficiles entre les deux peuples. Je ne sais pas comment on va sortir de cette affaire. Un détail important, on parle beaucoup de Zelensky, hein, le président actuel. Je peux vous dire de source sûre que ce n'est pas lui qui gouverne, mais c'est 4 personnes qui sont autour de lui qui sont ses conseillers. On se sert de lui parce qu'il a une certaine notoriété qu'il a eue par l'intermédiaire de la télévision, de spectacle, cause bien, ça passe très bien actuellement. J'allais vous dire, pour la communication, il fait le job. Absolument, formidable. Formidable, il ne faut pas y toucher. Il assimile rapidement le scénario qu'on lui donne. Absolument, tout à fait. Mais c'est pas lui qui gouverne, bien sûr, c'est pas lui qui gouverne. Et je suis bien placé pour le savoir. Mais il y a une détermination du peuple ukrainien phénoménale. C'est fou. Les femmes qui viennent actuellement, vous avez vu, ne pleurent pas. Hein. Elles ne pleurent pas. Hein. Et elles sont prêtes à retourner, à se battre même. C'est fou. Il y a une tradition dans l'armée russe qui est d'une violence extraordinaire. Si vous lisez les quelques ouvrages, il y en a pas mal, mais qui sont facilement accessibles, de l'entrée des troupes russes dans Berlin, ah oui, terrible. Vous avez un exemple de violence sur les civils, comme j'en connais relativement peu. Hein. Le viol des femmes, surtout. Ouais, oui. Moi, j'ai les plus grandes craintes si les Russes décident de rentrer dans Kiev, de ce que va devoir subir la population. Oui, donc, moi je suis un français d'origine ukrainienne, mais je me suis adapté à votre culture, on a la même culture pratiquement, on a la même religion. Moi je suis gréco-catholique, hein, il y a des orthodoxes. L'Ukraine est divisée en religions. La partie ouest, c'est souvent des gréco-catholiques, et la partie est, ce sont des orthodoxes. Hein, deux types d'orthodoxie, l'orthodoxie ukrainienne et l'orthodoxie qui est rattachée également à Moscou. Et actuellement, c'est confrontation sur confrontation, même en religion. Ce sont des gens qui sont très très croyants, très très croyants. Actuellement, toutes ces églises qui ont été détruites par les bolcheviks, la religion a été interdite également, déportation en Sibérie.
C'est la seule chose que les bolcheviks ont ratée. C'est vraiment l'échec total, parce que on racontait dans beaucoup d'ouvrages que le régime athée avait éradiqué la religion. La chute du communisme en 90 a montré que la religion n'avait pas disparu, c'était le et ciment. qu'elle avait été maintenue par les babouchkas. Et par contre, ce qui s'est maintenu, c'est l'influence du pouvoir politique sur le patriarcat de Moscou. Et exactement comme à l'époque de Pierre le Grand, où c'était un amiral qui dirigeait l'Église, aujourd'hui il y a peut-être un patriarche, mais enfin le pouvoir politique a largement son mot à dire.